Ok, alors, pourquoi sur le marché spot, on prend le coût variable de la dernière centrale qui coûte une blinde pour fixer le prix? Pourquoi ne pas tenir compte des coûts fixes? Et aussi, pourquoi ne pas faire une moyenne pondérée de l'ensemble des coûts de chaque centrale? D'où vient cette logique bizarre du coût variable marginal? C'est forcément plus précis que cette histoire de concurrence qu'on a débunkée en 2 secondes tout à l'heure. Bon, je rabâche, mais il faut vraiment que tu comprennes qu'il y a 2 problèmes distincts. Premièrement, il faut trouver un moyen de classer les centrales dans l'ordre croissant de leur coût variable. Parce qu'on l'a vu, c'est le meilleur moyen de sélectionner les centrales dans le but de produire l'électricité la moins chère possible. Les coûts fixes étant déjà engagés, on veut faire produire les centrales ayant les coûts variables les plus faibles. On veut faire d'abord produire les centrales sans combustible, puis celles qui ont les combustibles les moins chers. Oui, je me rappelle, le marché spot fait 2 choses, il classe les centrales d'abord, c'est le merit order, et après il fixe un prix. C'est cette deuxième fonction du marché qui pose problème, le fait de fixer un prix unique au niveau de la centrale dont le coût variable est le plus élevé. On parle de pay as clear, on fixe un prix unique qui incite toutes les centrales dont on a besoin à produire. Mais il existe aussi la méthode du pay as bid, utilisée notamment par certains États américains. Chaque centrale est payée au niveau du coût qu'elle déclare. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure, les centrales nucléaires seraient payées 10 € du mégawattheure, les barrages 50, les centrales à fuel 150, etc. Jusqu'à ce que la dernière centrale à gaz dont on a besoin soit payée 850 € du mégawattheure. Le prix de l'électricité payé par les fournisseurs serait unique, il serait de 119,42 €, mais il y aurait autant de prix que de moyens de production pour les producteurs. Ah bah voilà, ça c'est une bonne méthode, beaucoup plus logique. Pas beaucoup plus logique, non. Je te donne un exemple. Mettons qu'on ait 3 technologies de production. Une technologie A qui coûte 10 € du mégawattheure et qui peut produire beaucoup, et 2 technologies B et C qui peuvent produire beaucoup moins, mais à des coûts largement supérieurs. Disons entre 100 et 150 € du mégawattheure. Maintenant, mettons que la demande du pays en question se situe toujours quelque part par là. Tu vois bien que quoi qu'il arrive, la technologie A sera toujours appelée à produire. La vraie concurrence se situe au niveau des technologies B et C, qui devront se battre pour être appelées à produire en premier. Ok, donc là, la techno A, c'est le nucléaire, et les technos B et C, c'est le gaz versus le fuel, ou un truc du genre. Quand le gaz coûte pas cher, il est plus compétitif que le fuel, et inversement. Si tu veux, oui. Dans un marché pay as clear, un seul prix, système actuel, A n'a aucune raison de mentir sur ses coûts de production. En effet, le prix se situera toujours quelque part entre 100 et 150 € le mégawattheure, puisqu'il faudra aller chercher B ou C pour matcher la demande. Quant à B et C, ils se font concurrence. Si B propose un prix un peu trop élevé par rapport à ses coûts réels, C pourrait lui prendre la place et être capable de produire à sa place, donc d'être rémunéré à sa place. Ouais, mais du coup, il y a toujours cette histoire de coût fixe, non? B et C se font la guerre, mais ils se donnent pas leur coût fixe, donc ils risquent de faire faillite pendant que du côté de A, on ne sait pas si ce qu'elle gagne permet de couvrir ses coûts fixes à elle. C'est pas du tout optimal. Certes, mais on parlera de ces histoires de coûts fixes plus loin. Maintenant, si on introduit le système du pay as bid, un prix pour chaque technologie, la technologie A est payée 10 € du mégawattheure et les technologies B et C continuent de se faire la guerre entre elles. Ne sera payée que celle qui envoie le prix le plus bas. Et ben voilà, c'est nickel ça, non? Il y a toujours de la concurrence entre B et C, et on paie A beaucoup moins cher. Par contre, du coup, même A se retrouve à plus récupérer ses coûts fixes. Et en plus, si A sait qu'elle ne sera payée que pour le prix qu'elle envoie, pourquoi ne mentirait-elle pas? Pourquoi n'enverrait-elle pas un prix de 95 € du mégawattheure, juste en dessous du niveau où se joue la guerre entre B et C? Et là, tu vois bien qu'on retombe presque sur le système du pay as clear. Le prix moyen est très élevé. Un peu moins qu'avec le pay as clear, mais pas du tout au niveau du vrai coût moyen de production. Ouais, dans ce cas, il faut réguler le marché. On sait que les coûts de A sont à 10 balles, donc on lui interdit d'envoyer un prix plus élevé que ça. Ok, mais dans ce cas, c'est plus un marché libre en concurrence. Autant oublier l'idée même de marché. Tu obliges toutes les centrales à fournir leur vrai coût à une entité centralisée, coût variable d'un côté pour construire le merit order et coût fixe de l'autre, comme ça on en tient compte dans le prix de l'électricité. Ensuite, l'entité centralisatrice classe les centrales de la moins chère à la plus chère en coût variable. Elle calcule le coût moyen de production en tenant compte des coûts fixes, qui devient le prix de l'électricité. Puis chaque centrale est payée en fonction de ses coûts réels. C'est plus un marché, personne n'envoie d'ordre d'achat ou de vente. C'est une centralisation du processus de production d'électricité. C'est ce qu'on avait avant le marché en France, ça s'appelait EDF et c'était un monopole. Mais ce système nécessite des audits et des contrôles pour vérifier que tout le monde dit bien la vérité. Il y a un risque de corruption qui peut venir des centrales ou de l'entité centralisatrice. Sans marché et sans concurrence, personne n'est incité par l'appât du gain à ne pas mentir et à faire baisser les coûts. Ah ouais, risque de corruption.
Risque de corruption qui aujourd'hui est remplacé par un risque de manipulation de marché. Manipulation par l'action de certains acteurs de ce marché. C'est ce qui s'est passé dans les années 2000 avec Enron aux États-Unis. Ou manipulation par d'autres biais. En ce moment, le marché est manipulé par le prix du gaz qui a explosé et par le fait que les centrales à gaz se retrouvent toujours à être les dernières appelées à produire parce que le parc de production est conçu comme ça. Aucun système n'est parfait. Il faut faire des choix et ces choix sont avant tout politiques. Le problème, c'est que le système actuel n'est pas complètement audité. On ne sait pas quelles sont les marges des fournisseurs alternatifs, par exemple, ou des différents producteurs d'électricité. On ne sait pas s'il serait plus économique de revenir à un système de monopole. Ce qu'on sait, c'est qu'on a fait le choix de la concurrence, donc du marché, et que la solution du monopole n'a pas vraiment le vent en poupe. D'accord. Donc tu fais le marché avec un prix moyen de l'électricité, les centrales peuvent mentir. Tu fais le marché avec un prix unique, le marché se fait manipuler par les prix du gaz qui sont hyper élevés, tu te retrouves à payer beaucoup trop cher pour ton électricité sans trop savoir qui tire profit du système. Et en plus, dans tous les cas avec le marché, tu as un problème de coût fixe qu'on ne sait pas intégrer à l'histoire. Donc c'est n'importe quoi. Mais si tu fais le monopole, tu lui donnes tellement de pouvoir qu'il faut l'auditer dans tous les sens pour être sûr qu'il t'en fume pas. D'un autre côté, le marché aussi doit être audité. Il faut vérifier qu'il n'y a pas des mecs qui profitent de certaines failles pour se faire un max de thunes façon Enron. Et le gros problème du marché actuellement, c'est sa complexité. L'audit est quasi impossible tellement il existe de mécanismes et d'acteurs différents. Parce que oui, la vidéo a beau être lourde et complexe, je t'ai pas encore parlé du marché de capacité et des AOLT qui viennent s'ajouter au marché spot, au marché à terme, au contrat OTC, à l'Arenh et aux subventions des renouvelables. Mais alors, comment on n'a pas vu ce problème des coûts fixes? Pourquoi on a voulu forcément le marché et la concurrence? Eh bien, j'ai pas de réponse certaine, mais pour avoir discuté avec pas mal d'experts pour préparer cette vidéo, je dirais que la réponse est parce que c'était politiquement dans l'air du temps. Avant le marché européen, EDF faisait elle aussi une sélection des centrales en choisissant d'abord les moins chères du point de vue de leur coût variable. L'entreprise n'avait évidemment pas besoin de marché pour faire ça, puisqu'elle était en situation de monopole. Elle connaissait les contraintes de coûts fixes et de coûts variables de toutes les centrales, parce qu'elle était propriétaire de toutes les centrales. Je précise parce qu'on entend parfois dire que le marché a innové en introduisant le principe du merit order, comme si on avait découvert l'optimisation par les coûts variables avec l'avènement du marché. Bien sûr que non. En revanche, ce que le marché a apporté et qui n'existait pas avant, c'est une optimisation de la sélection des centrales à la maille européenne. Quoi, donc tu veux dire qu'avant le marché européen, il n'y avait pas d'échange d'électricité entre les différents pays? Bien sûr que si, les interconnexions existent depuis bien avant le marché. Faut pas écouter certains ministres qui racontent que sans le marché, on aurait des blackouts, ou on ne pourrait plus exporter l'électricité ou des bêtises du genre. C'est totalement faux, les interconnexions existaient avant le marché, on apportait et on exportait de l'électricité avant le marché. Les Anglais ne participent plus au marché de la même manière depuis qu'ils sont sortis de l'Europe, ce qui les empêche pas ni d'importer ni d'exporter. Et ils n'ont pas de coupure. Non, la différence avec le marché, c'est que l'optimisation de la sélection des centrales se fait à l'échelle européenne, au lieu de se faire à l'échelle nationale. Aujourd'hui, s'il y a une centrale moins chère en Espagne qui peut produire et livrer via une interconnexion de l'électricité à des consommateurs français, on va la faire fonctionner systématiquement plutôt que de démarrer une centrale française plus chère. Avant le marché, on n'aurait probablement pas vu cette centrale espagnole et donc on aurait plutôt démarré une centrale chère en France. Ok, donc de ce point de vue-là, c'est quand même mieux qu'avant. On sélectionne mieux les centrales à la maille européenne. Mais on paie trop cher. C'est optimisé du point de vue de la sélection des centrales, mais pas du point de vue du prix. Et on en revient au fait qu'on n'était pas obligé de faire une optimisation à la maille européenne par le biais d'un marché. On aurait pu faire un genre de monopole européen. Ou alors on aurait pu faire se parler des monopoles nationaux via une entité de centralisation européenne. C'est ça. Mais il aurait fallu contrôler tout ça via des institutions nouvelles. Il aurait fallu inventer un moyen de s'assurer contre les possibilités de corruption. Il aurait aussi fallu trouver un moyen d'inciter à l'innovation. Or, le marché semblait, à l'époque, proposer une méthode très efficace pour contourner ces deux problèmes, l'appât du gain et la concurrence. Encore une fois, le choix du marché n'est pas un choix technique, c'est un choix politique, idéologique. On croyait que le marché était autorégulateur. D'ailleurs, techniquement, le choix d'un marché est même sous-optimal du point de vue du merit order, à cause de la non-convexité du problème d'optimisation. La décomposition par les prix ne peut pas trouver le meilleur programme d'appel possible. Mais bon, qu'est-ce que tu as dit là? La décomposition de la convexité, je sais pas quoi?
Tu peux pas décomposer, décentraliser la résolution d'un problème aussi complexe que le programme d'appel des centrales sans sacrifier un peu d'optimalité. Une liste d'ordres avec des prix, c'est bien, mais ça remplace pas la connaissance de tous les petits détails techniques de chaque centrale. Une entité centralisatrice à qui on confie tous ces petits détails, et si on suppose qu'il n'y a pas de corruption, fera toujours mieux qu'un marché qui ne gère que des prix et des quantités. Ouais, intuitivement, je crois que je vois, mais t'aurais pas un exemple? Ok, imagine qu'on a deux centrales A et B. A peut produire entre 100 et 500 MW de puissance pour 150 € du mégawattheure. Et B peut produire entre 800 et 1000 MW de puissance pour 200 € du mégawattheure. Ce sont des contraintes d'utilisation classiques. La plupart des centrales pilotables ne peuvent pas démarrer et fournir n'importe quelle puissance entre 0 et le maximum. Il faut qu'elles produisent un minimum, sinon elles calent en quelque sorte. Ouais, ok. Bon, maintenant imagine qu'on souhaite maintenir 1000 MW de puissance sur une heure donnée pour répondre à la demande. Clairement, la centrale A n'est pas suffisante. Il va falloir monter le prix à 200 € pour que B se mette à produire aussi. Sauf que à 200 €, A produit 500 MW et B produit le minimum possible pour elle, c'est-à-dire 800 MW. Ce qui donne un total de 1300 MW. Mais là, c'est trop. On a 300 MW de trop. Ah merde. Bah, il faut demander à la centrale A de ralentir. Eh ben non, le marché sait pas faire ça. Il donne un prix unique à tout le monde et ensuite tout le monde ajuste sa production en fonction de ce prix sans que les centrales ne discutent les unes avec les autres. Si on lui donne 200 € du mégawattheure, A va produire à fond et B, à cause de sa contrainte technique, va produire le minimum possible. Donc avec le marché, on va produire 300 MW de trop. Ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir faire fonctionner une station de pompage. Elle va absorber les 300 MW en trop en faisant tourner ces pompes qui vont faire remonter de l'eau depuis l'aval de son barrage vers l'amont. Et cette station de pompage va facturer son service, évidemment, ça va coûter, disons, 500 € du mégawattheure. Donc la solution proposée par le marché coûte, je ne parle pas de la rémunération des centrales là, je parle du coût variable de production. Cette solution coûte donc 500 MWh à 150, plus 800 à 200 €, plus 300 MWh à 500 €, coût total 385 000 €. À ton avis, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution moins chère que ça? Bah oui, il faudrait faire produire A à 200 MW seulement, et ensuite B pourrait produire le reste. Ça coûterait 190 000 €, plus de 2 fois moins. Et voilà, le marché trouve une solution, mais il n'est pas équipé pour trouver la meilleure solution. Cet exemple de centrale qui doit produire un minimum pour pas caler, c'est ce qu'on appelle une non-convexité. Et il en existe d'autres. Par exemple, la production des centrales au fil de l'eau est dépendante de ce que font les barrages qui sont en amont. Forcément, s'ils relâchent de l'eau, il y a plus de courant dans la rivière, donc plus de production. Les centrales ne sont pas indépendantes et leurs contraintes de fonctionnement ne peuvent pas se réduire à de simples courbes de prix et de quantité. Le marché tente de s'adapter en proposant différents types d'ordres d'achat et de vente, des ordres couplés ou indivisibles, mais ça ne résout qu'une partie des non-convexités. Quoi qu'on fasse, c'est toujours mieux d'avoir une entité qui connaît les contraintes de toutes les centrales et qui optimise en fonction de ça. Ah la chiotte, c'est même pas la meilleure solution. Bon, après, attention, tout n'est pas qu'une question d'optimisation mathématique. Il y a des contraintes d'organisation, peut-être des histoires de secrets industriels que les pays n'auraient pas voulu révéler à une entité européenne d'optimisation. Tout ça, c'est de la négociation politique. Mais il n'empêche que, sur le papier, pour créer un programme d'appel, le marché n'est clairement pas la meilleure méthode. Et pour fixer un prix à l'électricité, alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est que le marché a une méthode discutable. Ouais, ok. Bon, et ton histoire d'optimal social, là on était parti sur pourquoi le marché fixe le prix au niveau du coût variable de la centrale la plus chère. Tu m'avais dit il y a deux réponses, concurrence et optimal social. Ah oui, l'optimal social. Alors ça sort du modèle mathématique. Ah oui, le modèle mathématique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et voici nos nous du futur pour décortiquer correctement cette fois ce fameux modèle mathématique. On s'était trompé la première fois, enfin je m'étais trompé, vidéo retirée évidemment dès que j'ai appris. Merci d'ailleurs à celles et ceux qui s'en sont aperçus, qui m'ont prévenu et qui m'ont aidé à comprendre mon erreur pour que cette version corrigée puisse voir le jour. On est dans le futur là? Oui, c'est tourné plus de 2 mois après la première version. Pourtant, tous mes souvenirs sont intacts, j'ai pas l'impression d'avoir fait un saut temporel, j'ai pas vu de voiture volante dehors. Mais non, mais le saut temporel, c'est du point de vue des gens qui regardent. Eux, ils voient une différence par rapport au nous d'il y a quelques instants, tu vois. Quoi? Ok, tu sais quoi, laisse tomber. Allons-y pour le décortiquage de ce modèle bien compliqué, théorisé par, je cite sa page Wikipédia, un économiste mathématicien agrégé normalien haut fonctionnaire et industriel français, j'ai nommé Marcel Boiteux. Ah oui, d'accord, une belle grosse tronche en effet.
Alors, je vais présenter les choses de la manière suivante. D'abord, on va construire un parc électrique optimal du point de vue de ses coûts. On va prendre des données de départ, je te les détaillerai, mais ça va être des trucs comme le prix du gaz, le prix de l'uranium, les coûts de construction de tel ou tel type de centrale, les taux d'intérêt, les niveaux de rémunération des actionnaires, la consommation électrique anticipée, etc. Et à partir de ces données, on va construire un raisonnement pour trouver le parc électrique qui permet de minimiser les coûts. Autrement dit, on va chercher à savoir combien il faut construire de centrales nucléaires, à gaz, à charbon, éoliennes, panneaux solaires, barrages, etc. dans le but de produire une électricité qui soit la moins chère possible pour le consommateur. Ok, donc tu prends des données d'entrée, tu les passes à la moulinette Excel, on te sort le parc le moins cher possible. Voilà. Ensuite, on va montrer qu'avec ce modèle, si on fait payer l'électricité au coût marginal, donc tu te rappelles, on trie les centrales dans l'ordre du coût du combustible, de la moins chère à la plus chère, merit order, puis le prix est fixé au niveau du coût marginal, le coût variable, donc le coût du combustible de la centrale la plus chère dont on a besoin. Ouais, c'est bon. Vidéo numéro 2, le merit order, all good. Ok, donc on va montrer qu'une fois que le parc le moins cher possible est sélectionné, si on fixe le prix de l'électricité au niveau du coût marginal, alors on arrive pile poil à rembourser et les coûts fixes et les coûts variables. On va montrer avec des vrais chiffres que le consommateur se retrouve à payer pile poil, presque pile poil, pour le vrai coût de production de l'électricité qu'il consomme. Après, je t'expliquerai l'intuition mathématique derrière ce résultat. On prendra bien toutes les hypothèses nécessaires pour que ça marche. Et enfin, on verra ce qui se passe, toujours avec des chiffres, quand les hypothèses ne sont pas respectées. Ok, ça me semble totalement irréel. Je vois pas comment on pourrait arriver à payer pour des coûts fixes en fixant le prix sur la base de coûts variables. Mais je suspends mon jugement. Vas-y mon gars, balance ta théorie. Donc l'idée est la suivante. On veut construire le parc électrique le moins cher possible. Or, quelle que soit la technologie de centrale, le coût s'exprime toujours de la même manière. Coût fixe, construction, salaire, maintenance, intérêt de la dette, dividendes des actionnaires, etc. Plus coût variable, prix du combustible qu'on brûle dans la centrale. Ici, première pause dans le raisonnement. Note bien à quel point les coûts fixes sont composés de multiples variables. Les salaires peuvent changer, les taux d'intérêt aussi, les méthodes de construction aussi. Bref, s'il faut bien estimer les coûts fixes pour pouvoir travailler sur le parc le moins cher possible, on sent bien que d'une année sur l'autre, en fonction des variables qui bougent, le parc le moins cher pourrait changer du tout au tout. Ouais, sauf qu'une fois que le parc est construit, tu peux pas revenir en arrière, quoi. Tu vas pas démonter tes barrages pour mettre autre chose à la place. C'est la deuxième notion très importante, oui. Les coûts fixes ne sont pas si fixes que ça dans le sens où on ne sait pas comment ils peuvent varier à l'avenir. En revanche, ils sont fixes dans le sens où il faudra bien les payer quoi qu'il arrive. Comme tu l'as dit, une fois qu'une centrale est construite, il faut gérer l'infrastructure, on ne va pas l'abandonner. C'est une des réalités que le modèle va avoir besoin de contourner via des hypothèses pour que tout fonctionne bien. Mais on verra ça plus loin. Ok, on peut peut-être s'arrêter là. Alors, hypothèse irréaliste égale conclusion déconnectée de la réalité égale ça marche pas. Suspension du jugement, c'est toi qui l'as dit. Je poursuis. Les coûts fixes dépendent de la technologie de la centrale, nucléaire, charbon, gaz, barrage, éolien, solaire, ainsi que de sa puissance, 1 MW, 10 MW, 100 MW, 1000 MW. Les coûts variables, eux, dépendent aussi de la puissance de la centrale, ainsi que du prix du combustible qu'on y brûle, quand il y en a un, et également du nombre d'heures pendant lesquelles on y brûle du combustible. Ok, les coûts variables, c'est la puissance de la centrale fois le nombre d'heures pendant laquelle elle tourne, fois la valeur du carburant qu'on met dedans. Ouais, ok, c'est logique. Bon, alors maintenant, tu vois que des deux côtés de mon équation, on retrouve la puissance en watts de ma centrale. Pour simplifier le raisonnement, on va partir du principe que cette puissance est de 1 MW. Comme ça, l'équation devient coût fixe associé à la technologie plus coût du carburant pour produire 1 MW fois nombre d'heures d'utilisation. Ouais, ok, si tu veux. Ce sera plus clair dans une seconde, tu vas voir. La variable de cette équation qui nous intéresse pour l'instant, c'est le nombre d'heures d'utilisation. On l'a dit dans les vidéos précédentes, certaines centrales, celles dont le carburant coûte le plus cher, ne fonctionnent que quelques jours par an, en hiver à 20 heures quand la demande d'électricité est maximale. Mais elles ne tournent pas le reste du temps. On va donc se poser la question suivante. À partir de combien d'heures de fonctionnement une technologie de centrale devient plus intéressante que sa concurrente? Et si on prenait un exemple? J'ai l'impression que ce serait plus clair. Ok. Mettons qu'on ait à notre disposition uniquement 2 technologies de centrale. Je fais simple pour éviter les embolies cérébrales. Nous avons donc le choix entre le gaz, une seule technologie de centrale à gaz disponible, et le nucléaire, idem, une seule technologie de centrale nucléaire disponible.
Maintenant, il y a 8760 heures dans une année. Si on ne devait produire de l'électricité que pendant une seule heure de production électrique sur toute l'année, est-ce que ce serait moins cher de construire une centrale à gaz ou une centrale nucléaire? Une centrale à gaz ou une centrale nucléaire pour tourner une seule heure dans toute l'année? Oui. Bah, j'imagine que moins cher, ce serait la centrale à gaz. Pourquoi? Bah, parce que les centrales nucléaires, c'est immense. C'est beaucoup trop gros et puissant pour produire que pendant une heure. Alors, attention, on a dit qu'on s'intéresse à une centrale dont la puissance est de 1 MW. Il faut choisir, pour une durée de fonctionnement d'une heure, entre une centrale nucléaire d'1 MW de puissance et une centrale à gaz d'1 MW de puissance aussi. Mais je comprends pas, la France consomme beaucoup plus qu'1 MWh d'électricité pendant n'importe quelle heure de n'importe quelle journée. Si je ressors ton graphe par saison, là, le minimum du minimum de puissance doit se situer autour de 30 000 MW. 30 000 MWh à produire en plein milieu de la nuit en été. Je sais bien, on raisonnera aux échelles de puissance du parc français un peu plus loin. La question demeure, si une centrale d'1 MW de puissance ne fonctionne qu'une seule heure dans toute l'année, est-ce que c'est moins cher d'avoir une centrale à gaz ou une centrale nucléaire? Mais attends, c'est possible de construire une mini-centrale nucléaire d'1 MW? C'est vrai que les réacteurs français font plutôt autour de 1000 MW, mais avec les petits réacteurs modulaires, c'est peut-être jouable, j'avoue que j'en sais rien. Donc en fait, ton exemple, il est pas réaliste en fait, si ça se trouve. Peut-être qu'un mégawatt c'est trop petit, peut-être qu'on peut même pas les construire, tes centrales. Mon exemple n'est bien sûr pas réaliste, je t'en ai parlé juste avant et c'est même pour ça que je l'ai fait. On commence par construire un truc parfait et après on regarde où est-ce que ça coince quand on confronte ça à la réalité. Donc s'il te plaît, joue le jeu. Bah ouais, mais moi, si je pointe pas les conneries dès le début, après je les oublie. Hein. Bon, entre deux centrales d'1 mégawatt de puissance, nuc versus gaz, moi je dirais que le moins cher, c'est le gaz. Ça semble être le plus plausible, oui. Mais pour avancer, il va falloir partir sur des chiffres. On va dire que construire une centrale à gaz coûte 60 000 € par mégawatt et par an, versus 300 000 € pour le nucléaire. Coût de construction ou coût fixe? Non, tu as raison, coût fixe. Construire la centrale, plus la maintenance, plus les salaires, plus les intérêts de la dette, plus les dividendes, plus tout le reste auquel j'ai pas pensé. Et je précise bien, hein, pour mon exemple, on s'intéresse à une année entière de production. Donc les coûts fixes sont de 60 000 € par an pour le gaz et de 300 000 € par an pour le nucléaire. Ok, bon, chiffre réaliste ou pas du tout? Ça dépend de tellement de facteurs. Les 60 000 € du gaz ne viennent pas de nulle part, je t'en reparlerai un peu plus loin. Mais pour le nucléaire, c'est beaucoup plus cher en coût fixe que le gaz, voilà, ça c'est sûr en tout cas. Donc, on n'a pas fini. Maintenant qu'on connaît les coûts fixes, il faut encore connaître les coûts des combustibles. On va partir sur, pour produire 1 MWh d'électricité, 10 € d'uranium versus 50 € de gaz. Au moment de l'écriture de cette vidéo, ça devrait plutôt être 250 € de gaz, mais voilà, c'est juste un exemple. Ok, donc là on a, si la mini-centrale à gaz ne tourne qu'une heure par an, ça coûte 60 000 balles de coût fixe, ça bouge pas, plus 50 € de produire 1 MWh d'électricité. Et au nucléaire, c'est 10 balles de carburant, mais 300 000 balles de coût fixe, donc j'avais raison, le gaz est moins cher. Le gaz est moins cher, mais en fait, il existe une troisième méthode. T'avais dit qu'on avait droit qu'à 2 technologies. Oui, sauf que là, il ne s'agit pas d'une technologie de production, mais plutôt d'une méthode de gestion de la demande. Quand les particuliers ou les entreprises demandent de l'électricité, on peut soit la produire complètement, soit n'en produire qu'une partie. Voire même ne pas en produire du tout. Bon, on évite en général de faire ça parce que ça ferait un blackout. Mais bref, on peut faire de l'effacement. On peut payer des industriels pour accepter de ne pas consommer d'électricité, pour couper le courant dans leurs usines. On va donc inclure le coût de cet effacement dans nos calculs. Et on va lui donner le coût maximal légal en France, 3 000 € le mégawattheure. Ah oui, ok, d'accord. Donc là, finalement, l'effacement va être le plus économique, quoi. Vieux mot payé. Mieux vaut payer 3 000 € plutôt que 60 050 ou 300 010. Forcément, hein. Mieux vaut effacer plutôt que de construire et de faire produire une mini-centrale nucléaire ou au gaz. C'est tout à fait ça. Passons désormais à l'étape suivante. Si nos mini-centrales d'1 mégawatt ne devaient tourner que 2 heures par an, vaudrait-il mieux construire du nucléaire, du gaz, ou ne rien construire du tout et faire de l'effacement? C'est toujours l'effacement qui gagne là. Hein. 6 000 € contre 60 000 plus 100 et 300 000 plus 20. Bon, j'imagine que tu vois où je veux en venir. À partir de combien d'heures de fonctionnement deviendra-t-il moins coûteux de répondre à la demande avec des mini-centrales plutôt que de faire de l'effacement? Ouais, ça doit être assez facile, il y a une histoire de division là-dedans, ça doit se résoudre tranquillement. Et la réponse est à partir de 20 heures.
21 heures à effacer 1 MW, ça coûte 63 000 euros, mais 21 heures à produire 1 MW au gaz, ça coûte 60 000 euros de coût fixe, plus 50 fois 21 heures de combustible, donc 61 050 euros. Ok, donc à partir de 21 heures de fonctionnement par an, ça devient moins coûteux de construire des mini-centrales à gaz qui répondent à la demande, plutôt que de faire de l'effacement. C'est ça. Et la nouvelle question devient, à partir de combien d'heures de fonctionnement par an, est-ce que ça devient moins cher de construire une mini-centrale nucléaire plutôt qu'une mini-centrale au gaz? Ah ouais, non, bah alors là, il va falloir étirer la formule, hein, parce que pour l'instant, le nucléaire est encore 5 fois plus cher. Et voilà ce que ça donne graphiquement si on étire les formules. On voit le point d'intersection entre l'effacement et le gaz ici, à partir de 20 heures de fonctionnement, et on voit l'intersection entre le gaz et le nucléaire ici, à 6000 heures de fonctionnement. Autrement dit, s'il s'agit de répondre à la demande pendant plus de 6000 heures, le nucléaire devient moins cher que le gaz. Ok, c'est logique. Donc moins de 20 heures de fonctionnement à 1 MW, mieux vaut faire de l'effacement. Entre 20 heures et 6000 heures de fonctionnement, toujours à 1 MW, mieux vaut répondre à la demande avec du gaz. Et au-dessus de 6000 heures à 1 MW, ça vaut le coup de construire du nucléaire. Et donc ce qui se passe, c'est que le prix du gaz, parce qu'il est 5 fois plus cher que le prix de l'uranium, finit par rattraper les coûts fixes très élevés du nucléaire. Ah, ok. Le nucléaire coûte cher à construire, mais pas cher à utiliser, donc il est rentable quand on l'utilise beaucoup. Plus de 6000 heures par an. Et le gaz, lui, il n'est pas trop cher à construire, mais 5 fois plus cher à l'utiliser, donc il est optimal quand on utilise pas mal, mais pas trop non plus. C'est ça. Et on est bien d'accord que si je change les paramètres de prix, par exemple si je fais grimper le coût du mégawattheure d'électricité au gaz à 100 euros au lieu de 50, les choses changent du tout au tout. Le nucléaire devient plus avantageux que le gaz à partir de 2666 heures. Et oui, forcément, si le gaz coûte plus cher, il rattrape le nucléaire plus rapidement. Et c'est pareil si je change le coût de l'effacement, celui du combustible nucléaire ou même les coûts fixes. L'optimal qu'on a construit sur ce graphique est totalement dépendant des hypothèses de coûts variables et de coûts fixes. Ok, ouais. Donc tu sélectionnes tes centrales à construire en fonction des coûts que tu estimes à un instant T, mais qui peuvent changer du tout au tout sur le temps long. Genre le prix du gaz qui grimpe de ouf, et là tu te retrouves à plus du tout avoir le parc électrique le moins cher possible. C'est ça, mais c'est tout à fait normal. On ne peut pas prévoir l'évolution des prix des combustibles. On ne peut pas prédire non plus l'évolution de certains coûts fixes. Est-ce qu'on découvrira des méthodes moins coûteuses pour construire telle ou telle technologie? Est-ce que la maintenance sera plus chère que prévu? Est-ce qu'il y aura des pannes? Toutes les variables sont, variables. Alors que le parc, lui, une fois construit, il est fixe. Ce que je veux te faire passer comme message ici, c'est que quelque part, la construction d'un parc électrique optimal du point de vue de ses coûts, c'est un problème insoluble. Pour construire un parc optimal, il faut connaître toutes les variables de coûts sur l'ensemble de la durée de vie du parc. C'est-à-dire qu'il faut connaître l'avenir. C'est tout simplement impossible. Construire un parc électrique, c'est une affaire de coûts. Certes, l'idée c'est pas de se lancer dans le vide sans réfléchir, mais c'est aussi un pari sur l'avenir. Et puis également, il y a une dimension politique et stratégique. Est-ce qu'on veut disposer du parc électrique le moins cher possible ou est-ce qu'on vise plutôt une forme d'indépendance énergétique ? Là, on rajouterait un critère provenance des combustibles qui pourrait dominer le critère de coût. Ou est-ce qu'on veut par exemple minimiser les variations de prix? Là, on aurait un critère indépendance vis-à-vis des marchés financiers qui pourrait encore une fois dominer le critère de coût. Et puis, on peut aussi penser à la lutte contre le changement climatique. Là, ce serait le critère des émissions de gaz à effet de serre qui dominerait celui du coût. Ok, ouais, j'imagine qu'en réalité, c'est bien un mélange de tous ces critères qui orientent la décision politique et pas seulement les critères de coût minimum. Exact, c'est un point important dont il faut se rappeler. L'optimisation par les coûts n'est pas forcément le critère dominant. Or, la démonstration qu'on s'apprête à faire n'a de sens que si le critère dominant est toujours celui de la minimisation des coûts. Ok, bon, allez, on note ça dans les hypothèses. Maintenant qu'on sait combien d'heures chaque type de mini-centrale doit être utilisé dans une année, il faut s'intéresser à la puissance de ces 8740 centrales. Parce que comme tu l'as dit, la France consomme bien plus que quelques milliers de mégawatts. Elle en consomme plutôt quelques dizaines de milliers. Et c'est là que notre deuxième lot de variables va entrer en jeu. Pour construire le parc le moins cher possible, il faut connaître les coûts fixes et les coûts variables, mais il faut aussi connaître la demande. Et la demande, on arrive à la prédire, non? À peu près. Quelques jours à l'avance, oui, mais là, il faut la connaître 1 an à l'avance, et même, dans le cadre du dimensionnement d'un parc, des dizaines d'années à l'avance. Tu vas comprendre. Voilà à quoi ressemblent les 8760 heures de demande d'électricité en France en 2020, prises de manière chronologique. Bon, en vrai, il y en a 8794 parce que c'est une année bissextile. Bon, on va dire qu'il y en a 8760 quand même, ok, sinon c'est chiant pour la suite.
Ah bah voilà, bah alors là, dès que c'est un peu difficile, on refuse l'obstacle. Ah bah c'est sérieux, hein, tout ça. Bon, on voit bien la forte consommation en hiver, le plateau printemps-été et la demande qui remonte avec l'arrivée de l'automne. Plutôt que de présenter ça de manière chronologique, je vais trier ces heures de demande en fonction de la puissance appelée sur le réseau. Et voilà ce que ça donne. On est bien d'accord que ces courbes représentent les mêmes données, simplement elles sont triées différemment. Oui, c'est bon, je l'ai. Chronologique versus de la plus grande à la plus petite conso. À droite, toutes les nuits d'été, et à gauche, toutes les soirées et matinées d'hiver quand il fait hyper froid. C'est ça. Maintenant, on va découper cette courbe en fonction des seuils d'heures de fonctionnement qu'on a calculés juste avant, 6000 heures et 20 heures. Ici, on va devoir construire une centrale nucléaire qui va tourner toute l'année. Question, quelle va être sa puissance ? Alors, elle doit fonctionner pendant 8760 heures, donc elle doit avoir autant de puissance que la puissance minimum appelée. Ah, c'est pour ça que tu as trié dans l'ordre décroissant. La première centrale à construire, là, c'est celle qui produit toute l'année sans jamais s'arrêter. Donc c'est pas une mini-centrale nucléaire d'1 MW, c'est une centrale nucléaire de 30 000 MW, quoi. 30 935 MW pour être exact. Maintenant, combien de puissance supplémentaire doit-on rajouter pour que le parc nucléaire tourne pendant au moins 6000 heures ? Alors, ok, tu rajoutes autant de nucléaire que ce qui nous sépare de la puissance quand on est à 6000 heures, là. Donc là, ça doit faire environ 44 000 MW, 44 gigawatts. 44 241 MW pour être exact. Et ensuite, on répète l'opération pour le gaz. Comment doit-on dimensionner nos centrales à gaz pour s'assurer qu'elles tournent entre 20 heures et 6000 heures ? Donc plus de 20 heures, mais pas plus de 6000 heures. Ok, ouais, bon, bah là, tu fais un trait à 20 heures, tu regardes la puissance, et ensuite, tu fais cette puissance moins les 44 gigawatts de nucléaire, donc ça doit faire à peu près 36 gigawatts de gaz. 36 419 MW pour être précis. Et au-dessus de 80,66 gigawatts, donc pour les 20 heures où la puissance appelée est supérieure à la puissance installée, eh bien on efface la demande. On coupe pas le courant à toute la France, hein, on coupe le courant dans suffisamment d'usines pour que la puissance consommée ne dépasse pas la puissance du parc, 80,66 gigawatts. Ah ouais, ok, je vois. D'abord sont les mini-centrales d'1 MW pour trouver le bon nombre d'heures de fonctionnement, hein, on switch d'une techno à l'autre, et après on applique la vraie demande pour savoir exactement combien de puissance on installe de chaque techno. Ouais, j'avoue, c'est assez stylé. Mais alors, ça veut dire que si la demande n'est pas pile poil celle de 2020, en fait, du coup, ça change le nombre de centrales que tu dois construire. Oui, tout à fait. Si on prend l'année 2019 par exemple, on se rend compte que la demande est légèrement supérieure. Pour respecter le bon nombre d'heures de fonctionnement de chacune des technologies, il faudrait avoir 47 gigawatts de nucléaire et 38 gigawatts de gaz, soit un peu plus qu'en 2020. C'est tout le problème de cette histoire de parc le moins cher possible. C'est un parc qui devrait pouvoir s'adapter en dynamique aux différents niveaux de demande et aux variations de coûts des combustibles, et aussi aux variations de coûts fixes. Sauf que c'est impossible puisque, encore une fois, quand le parc est construit, il est construit et il bouge plus, quoi. C'est ça. Mais on reviendra sur les hypothèses un peu plus loin. Poursuivons avec notre parc adapté à la demande de 2020. On va maintenant construire notre merit order, l'ordre d'appel des centrales, et construire notre courbe de prix de marché. Et là, c'est tout bête. Quand la demande dépasse 80 gigawatts, 20 heures par an, eh bien on fixe le prix à 3 000 € le mégawattheure. Quand la demande est inférieure à 80 gigawatts, mais supérieure à 44, 5 980 heures par an, eh bien le prix est fixé à 50 €. Et enfin, quand la demande tombe sous les 44 gigawatts, 2760 heures par an, eh bien le prix est fixé à 10 € le mégawattheure. La somme des revenus du parc, c'est donc à chaque fois ces prix-là multipliés par ces quantités-là. Ici, on a une puissance moyenne de 81 883 MW maintenue pendant 20 heures et achetée à 3 000 € l'unité sur le marché parce que l'effacement est marginal à ce moment-là. Ici, on a une puissance moyenne de 56 206 MW maintenue pendant 5 980 heures, achetée à 50 € l'unité parce que c'est le gaz qui est marginal à ce moment-là. Et enfin, ici, on a une puissance moyenne de 39 163 MW maintenue pendant 2760 heures et achetée à 10 € l'unité parce que c'est le nucléaire qui est marginal à ce moment-là. Le total donne 22 796 millions d'euros et ramené au nombre de mégawattheures consommés, ça fait 51,13 € le mégawattheure. Ah oui, la vache, j'avais presque oublié, parce que le but, c'est de montrer que quand le prix de marché est fixé au niveau du coût variable de la centrale marginale, on arrive, par je ne sais quelle magie, à payer pour et les coûts fixes et les coûts variables.
Donc là, les gens paient leur électricité des fois 10 euros, des fois 50 euros, des fois 3000 euros le mégawattheure. Mais au final, si on fait la moyenne sur l'année, c'est comme s'ils avaient payé 51,13 € du mégawattheure. C'est ça. Avec un petit rappel, le prix du mégawattheure sur la facture du client final inclut plein de choses différentes, un tarif pour le transport, la distribution, des taxes et la fourniture qui sert effectivement à rémunérer les fournisseurs qui eux-mêmes rémunèrent les centrales. Donc ici, 51,13 €, c'est le prix moyen payé par les fournisseurs pour acheter l'électricité aux centrales sur un marché qui fixe le prix au niveau du coût variable de la centrale marginale. Ok, faut bien rester concentré. Mais ok, donc alors, je reformule pour être sûr d'avoir bien suivi. Pour trouver l'ensemble de ce que les consommateurs paient, il faut prendre toutes les heures de consommation dans l'année et faire à chaque fois prix fois quantité demandée. Partout où la quantité est dans cette zone, le prix est à 3000 €. Partout où la quantité est dans cette zone, c'est 50 €. Et partout où c'est dans la dernière zone, c'est 10 €. C'est ça. Là, on peut voir comment les prix, dans mon exemple simplifié, fluctuent au cours de l'année. Les 20 heures à 3000 € se situent toutes au mois de janvier, entre le 21 et le 23. Ensuite, on a un prix qui se rapproche de plus en plus souvent de 10 € au fur et à mesure qu'on s'en va vers l'été. Et puis, ça remonte en automne et au début de l'hiver. Donc, les prix de marché fluctuent sans arrêt entre 10 €, 50 € et 3000 €. Mais si on fait prix fois quantité et qu'on fait la moyenne sur l'année, ça donne 51,13 € le mégawattheure. C'est ça. Maintenant, on va faire la somme des coûts fixes et des coûts variables du parc. Alors, on a construit 44 241 MW de nucléaire à 300 000 € le mégawatt. Ça fait 13,27 milliards d'euros. On a aussi construit 36 419 MW de centrales à gaz. Ça a coûté 2,18 milliards. Ensuite, il faut rajouter les coûts des combustibles et de l'effacement. Je te passe le détail, mais on a effacé de la demande et brûlé du combustible pour un montant de 7,40 milliards d'euros. Coût fixe plus coût variable égale 22 milliards et 877 millions. Ça nous fait un coût moyen de 51,31 € le mégawattheure. Presque exactement ce que les consommateurs ont payé. Et voilà le travail. Le prix sur le marché correspond à la centrale la plus chère dont on a besoin. Il est fixé au niveau du coût variable marginal, donc du coût du combustible marginal, mais à l'année, on retombe sur nos pieds. Et ouais. C'est la puissance des maths. On cherche à rembourser une dépense composée de coûts fixes et de coûts variables et pourtant, en fixant le prix de l'électricité en fonction du coût variable uniquement, en fonction du coût des combustibles uniquement, eh bien, on arrive à faire en sorte que le prix moyen payé sur l'année, donc parfois 10 €, parfois 50 €, parfois 3000 €, converge vers le véritable coût total moyen de l'électricité. On vient de montrer à l'aide d'un exemple que ça fonctionne. Dans cet exemple, les fournisseurs achètent l'électricité quasiment pile poil au véritable coût de production de cette électricité, coût fixe plus coût variable. Il y a un écart de 0,13% seulement. Ils ont payé 51,13 € en moyenne, alors que ça a coûté en moyenne 51,31 € le mégawattheure. Et pourquoi ça tombe pas pile poil ? Eh bien, c'est parce que les maths font des courbes qui ressemblent à ça, tandis que nous, on a des escaliers. On raisonne en discret, alors que la théorie de Marcel Boiteux s'écrit en continu. On a notamment une très grosse marche entre 3000 et 50 €. Si on réduisait les écarts entre les marches, on se rapprocherait d'un pile-poil. Bon, peu importe, on est quand même très très proche de la vérité, même avec nos marches d'escalier. Mais alors, comment c'est possible? Comment, en fixant le prix sur des coûts variables, on arrive à retomber sur la somme des coûts variables et des coûts fixes? Eh bien, c'est la base de ce qu'on appelle la théorie de la firme. Je vais essayer de te faire sentir ce truc, mais avant ça, je reprends rapidement pour que tout soit bien clair. On a deux grands niveaux de variables. Le premier niveau, c'est celui qui permet de réaliser un arbitrage entre nos trois méthodes pour répondre à une certaine demande. Effacement, ou gaz, ou nucléaire. On trouve l'arbitrage idéal, c'est-à-dire la combinaison de technologies la moins chère possible, en associant à chaque technologie un nombre d'heures de production par an. Pas plus de 20 heures d'effacement, entre 20 heures et 6000 heures de gaz et entre 6000 heures et 8760 heures de nucléaire. C'est ce fameux graphique. Si on devait changer les variables des coûts de nos trois technologies, comme ça par exemple, on trouverait un nombre d'heures à leur associer différent. Ouais, ok. Tu sais quand est-ce que c'est mieux de passer d'une technologie à l'autre en fonction des niveaux de coûts fixes et de coûts variables. On a déjà vu ça. Bon, le deuxième niveau de variable, c'est la demande sur l'année. Comme on l'a vu, la demande de 2019 impose la construction d'un parc plus important que la demande de 2020. Tout simplement parce que la consommation d'électricité était plus importante en 2019 qu'en 2020.
Je mets des exemples de parcs dimensionnés correctement en faisant bouger le prix du gaz et puis le niveau de la demande. Je détaille pas, je te laisse faire pause si tu veux regarder. Ok, non mais je pense que j'ai bien compris là. Si le prix du gaz est plus haut, eh ben, c'est le ratio gaz versus nucléaire qui va changer. Moins de centrales à gaz, plus de centrales nucléaires. Et si c'est juste la demande qui change, là, le ratio entre les technos, il ne bouge pas, il reste le même, mais il faut construire plus ou moins de centrales de chaque type pour répondre à une demande plus forte, ou alors il faut construire moins de centrales pour répondre à une demande plus faible. Parfait. Donc, deux niveaux de variables. Les coûts fixes et les coûts des combustibles te donnent l'arbitrage entre les technologies. Combien d'heures de fonctionnement pour chaque techno. Ensuite, pour savoir combien de mégawatts de chaque techno il faut installer pour répondre à la demande, eh ben, il faut justement connaître cette demande. C'est le deuxième niveau de variable. Ok, d'accord. Bon, et alors, quel rapport avec le coût marginal là? C'est quoi cette théorie de la firme? Eh bien, c'est un théorème mathématique. Ce théorème répond à la question suivante. Sachant certaines contraintes de coûts prédéterminées, coûts fixes et coûts variables, quelle est la quantité optimale qu'une entreprise devrait produire pour minimiser son coût moyen? Donc, si je reformule pour ce qui nous intéresse, on connaît les coûts de combustible, 10 € le nucléaire, 50 € le gaz et 3000 € l'effacement. On connaît aussi les coûts fixes. Dans le cadre de notre démonstration, on va partir du principe qu'on connaît l'arbitrage entre les technologies et le bon nombre de centrales à construire. On va faire comme si on avait déjà construit les 44 gigawatts de nucléaire et 36 gigawatts de gaz. En revanche, on va se dire qu'on ne connaît pas le niveau de production électrique. Donc, on va imaginer qu'on ne connaît pas la demande. On va donc tester différents scénarios de niveau de demande, depuis une demande faible jusqu'à une demande forte. Le but, c'est de trouver le bon niveau de demande qui permet de minimiser le coût moyen, coût fixe plus coût variable, d'un mégawattheure d'électricité. D'accord, tu vises le coût du mégawattheure minimal. Mais ça va forcément pile tomber sur la demande de 2020, non? Puisque justement, on a fait l'exercice de trouver le meilleur parc pour la demande de 2020. Donc là, si tu pars sur 44 gigawatts de nuc et 36 gigawatts de gaz, et qu'ensuite tu cherches la demande qui minimise le coût de ce parc, bah, tu vas trouver que c'est la demande de 2020. Oui, mais le but ultime, c'est de te montrer pourquoi le prix fixé au coût variable de la centrale marginale permet de récupérer les coûts fixes et les coûts variables. Et pour faire ça, pour que tu visualises pourquoi ça marche, j'ai besoin de faire varier un ou plusieurs paramètres. On aurait pu faire varier la taille du parc, moi je préfère faire varier la demande, je trouve ça plus intuitif. Ah ok, donc on reste bien sur l'idée, comment ça se fait que l'électricité coûte 51,31 € à produire et que en fixant le prix sur la centrale la plus chère, on récupère quasiment pile poil ces 51,31 €. Voilà, donc je commence par te montrer ce graphique. On y voit, pour notre parc composé de 44 gigawatts de nucléaire et 36 gigawatts de gaz, le coût de production moyen de l'électricité pour différents niveaux de demande. Donc, sachant que c'est ce parc-là qui est installé, et moyennant ses coûts fixes et ses coûts de combustible, on constate sur ce graphique que ça coûte 79,34 € le mégawattheure de répondre à une demande de 223 TWh, c'est-à-dire une demande 50% plus faible que celle de 2020. Et que ça coûte 91,90 € de répondre à une demande de 557 TWh, c'est-à-dire 25% de plus que 2020. Entre ces deux extrêmes, on passe par différents niveaux de coûts, mais on observe bien, comme prévu, que c'est quand la demande correspond pile poil à celle de 2020, 446 TWh, que le coût moyen est minimal à 51,31 € le mégawattheure. Ok, une belle courbe en U avec un minimum bien identifiable dans le creux de la vague, là, c'est beau. Alors, pourquoi cette forme en U? Eh bien parce que le coût total moyen se compose de deux éléments, les coûts fixes et les coûts de combustible. À gauche de la demande de 2020, on a beaucoup de coûts fixes parce que la demande est relativement faible, le parc est trop grand, on n'arrive pas à suffisamment diluer les coûts fixes dans un grand nombre de mégawattheures. En revanche, les coûts de combustible sont très faibles, normal, on n'a pas d'effacement à 3000 € et on utilise surtout des centrales nucléaires dont le coût de combustible n'est qu'à 10 €. Ok, ouais. Et à droite de la demande de 2020, c'est l'inverse. Les coûts fixes sont dilués dans une très grande quantité de mégawattheures. Par contre, on se tape un max de gaz à 50 € et surtout de plus en plus d'effacement à 3000 boules, donc ça monte. C'est ça. Maintenant, pour le raisonnement mathématique. Imagine que cette surface représente le nombre de mégawattheures produits pour une certaine demande D. Et imagine aussi que les coûts totaux associés à cette demande D, coût fixe plus coût variable, soient représentés par cette autre surface. Ce que je te montre ici, c'est le coût moyen d'un mégawattheure pour une certaine demande D. Des euros divisés par des mégawattheures. Ouais, ok, ça va.
Si je rajoute des mégawattheures à produire au dénominateur, la demande D augmente pour devenir la demande D plus 1. Et pour répondre à cette nouvelle demande, je dois rajouter des euros au numérateur. Des euros qui correspondent uniquement à des coûts variables. Plus de gaz à brûler et peut-être aussi plus d'effacement à réaliser. Ouais, forcément, les coûts fixes étant fixes, on rajoute que des coûts variables. Question, lequel de ces coûts moyens, lequel de ces ratios est le plus petit? Celui-là ou celui-là? Oula, j'ai envie de dire celui de gauche, le D. Pourquoi? Parce que visuellement, ça a l'air d'être ça. La réponse qui m'intéresse pour la suite, c'est que ça dépend du ratio des coûts variables en plus sur la demande en plus. Un ratio qu'on appelle le coût marginal moyen. Marginal, ça veut dire en plus. Donc, si le coût marginal moyen, CMM, est plus grand que D, alors on sait que D plus 1 sera aussi plus grand que D. Inversement, si CMM est plus petit que D, alors on sait que D plus 1 sera plus petit que D. Je te le chiffre pour que tu le vois bien. Disons que D ce soit 9 divisé par 3 et que D plus 1 ce soit 13 divisé par 4. CMM égale 4 divisé par 1, 4 est plus grand que 3, donc je sais que D plus 1 est plus grand que D. Et effectivement, 13 divisé par 4, ça fait 3,25 qui est plus grand que 3. Oh, le niveau CM2 des démonstrations. Ça a l'air élémentaire quand on le montre comme ça, mais je t'assure que c'est loin d'être intuitif quand on prend des données en milliards d'euros et de mégawattheures. Bref, je te montre l'inverse rapidement. Si je dis que D c'est 15 divisé par 3 égale 5, D plus 1, 19 divisé par 4, 4 est plus petit que 5, donc je sais que D plus 1 sera plus petit que D. Et là aussi, 19 divisé par 4 égale 4,75, ce qui est bien plus petit que 5. Ok, bon. On va où là? Pourquoi tu m'expliques tout ça? Ce qu'on vient de montrer, c'est que quand le coût marginal moyen est plus petit que le coût moyen en D, alors on s'attend à ce que le coût moyen en D plus 1 diminue. On n'a pas encore atteint le coût moyen minimum. Mais inversement, quand le coût marginal moyen est plus grand que le coût moyen, on sait que le coût moyen en D plus 1 sera plus élevé. Donc on a dépassé l'optimal. Du coup, question, où se trouve l'optimum? Eh ben, quand le coût marginal moyen sera égal au coût moyen. Exact. Ou quand les deux sont très très proches. Je vais tracer la courbe de coût marginal moyen de notre exemple pour que tu vois ce que ça donne. Au fur et à mesure que la demande se rapproche de celle de 2020, l'optimale, tu vois que le coût total moyen est plus grand que le coût marginal moyen, signe qu'il faut continuer de progresser sur cette voie pour minimiser le coût total du parc. À 10% de l'optimum, quand la demande est 10% inférieure à celle de 2020, la production du mégawattheure coûte en moyenne 52,75 €, ce qui est relativement proche du minimum. Mais le coût marginal est largement en dessous, à 33,53 €. On sait qu'on peut continuer d'augmenter la demande et ainsi à faire baisser le coût total moyen. Et si jamais on est au-dessus de la demande de 2020, coût marginal moyen et coût total moyen convergent encore moins rapidement à cause des 3 000 € d'effacement qui valent beaucoup plus que les 50 € au gaz. À 5% de la demande optimale, le coût total moyen est à 51,99 €, pas loin du minimum, mais le coût marginal, lui, est à 84,33 €. Il nous dit très nettement qu'on n'a pas encore atteint le minimum et qu'il faut continuer de faire diminuer la demande. Quand on est pile à la demande de 2020, le coût total moyen est à 51,31 € et le coût marginal moyen est à 51,13 €. C'est presque pareil, on sait qu'on a atteint le minimum. Et attends, 51,13 €, là, le coût marginal moyen, c'est le prix de vente de l'électricité? Et oui, le prix de vente moyen de l'électricité. Reprenons notre coût marginal moyen. On divise des coûts de combustible en plus, donc des euros multipliés par des quantités produites, X mégawattheure à 10 €, Y mégawattheure à 50, Z mégawattheure à 3000, par des quantités produites, donc par X plus Y plus Z. On tombe donc sur un coût marginal moyen. On tombe sur le coût moyen des combustibles des centrales les plus chères, celles qu'on n'avait pas besoin d'aller chercher quand la demande était plus faible en D, et qu'il faut désormais allumer pour répondre à la demande D plus 1. Donc si on fixe le prix de l'électricité au niveau de ce coût marginal, au niveau du coût variable de ces centrales qui sont les plus chères, on a un prix de l'électricité qui correspond pile poil au coût total moyen. Ah la vache, ok. Ah oui, c'est super puissant en fait. Mais attention, tu le vois bien sur le graphique, l'égalité n'est obtenue qu'à un seul point. En dessous et au-dessus de l'optimal, le coût marginal ne correspond pas au véritable coût du parc. Il s'en éloigne même assez rapidement. Ça ne marche
que si le coût total moyen est au minimum. Fixer le prix de l'électricité au niveau du coût marginal permet de récupérer l'ensemble des coûts du parc, coût fixe plus coût variable, si et seulement si le coût du parc électrique est minimum. Autrement dit, le parc à 44 gigawatts de nucléaire et 36 gigawatts de gaz est idéal si les coûts fixes d'1 MW de puissance au nucléaire et au gaz coûtent respectivement 300 000 et 60 000 euros par an, si 1 MW électrique au nucléaire, au gaz et d'effacement coûte respectivement 10, 50 et 3 000 euros, et si la demande à laquelle il faut répondre correspond à celle de 2020. Si je change un seul de ces paramètres, alors le prix de l'électricité fixé au niveau du coût marginal n'aura plus rien à voir avec les véritables coûts du parc. Et ouais, parce que l'égalité entre le coût marginal et le coût moyen ne s'obtient que si on est pile dans le creux de la vague. C'est ça. Donc si je prends mon parc idéal pour 2020, mais que je lui fais répondre à une demande à peu près similaire à celle de 2019, 8% au-dessus de celle de 2020, le coût moyen passe à 53,23 €. Normal. La demande est un peu plus élevée, alors que le parc n'a pas bougé. Donc il y a plus d'effacement. Par contre, les consommateurs se retrouvent à devoir payer leur électricité 110,60 €. Le coût marginal n'est pas du tout aligné sur les coûts. Pourquoi? Parce que le parc parfait pour la demande de 2019 possède 3 gigawatts de nucléaire et 2 gigawatts de gaz en plus. Et ce parc parfait pour 2019 pourrait produire de l'électricité pour 51,29 €. Donc là, si je lis bien, le parc idéal pour la demande de 2019 permet de produire une électricité à 51,29 € du mégawattheure, donc 1,50 € de moins que celui adapté pour 2020. C'est moins cher, mais c'est pas de ouf non plus. Par contre, la tarification au coût marginal, elle est complètement à côté de ses pompes, quoi. 110 € pour un truc qui coûte 50 balles à produire. Et oui, le coût marginal n'a aucune raison de correspondre au véritable coût si le parc n'est pas pile poil dimensionné pour que le coût total soit minimum. Et les écarts se vérifient quelle que soit la variable que l'on fasse bouger. Par exemple, si je fais grimper le coût du mégawattheure au gaz à 150 € au lieu de 50, le coût de production de l'électricité grimpe à 67,52 €. 10 € de plus, mais le prix de l'électricité, lui, il décolle complètement à 126,52 €. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment, non? Le prix du gaz qui grimpe, le prix de l'électricité qui s'envole, alors que le vrai coût de production, lui, il monte pas tant que ça. Oui, tout à fait. Le parc idéal pour un prix du mégawattheure au gaz à 150 € n'a que 19 gigawatts de centrales à gaz installées et beaucoup plus de nucléaire, forcément, 61 gigawatts. Je te mets quelques exemples de variables que j'ai décalées dans un sens ou dans l'autre pour que tu te rendes compte de la manière dont le prix de l'électricité, quand il est fixé au coût marginal de la centrale la plus chère, s'écarte du véritable coût. Mais alors, pourquoi faire un truc pareil? Je veux dire, le prix du gaz qui grimpe du jour au lendemain et pouf, il faudrait dégonfler comme ça 17 gigawatts de centrales à gaz pour les remplacer par des centrales nucléaires. C'est évidemment totalement impossible. Un parc électrique, c'est nécessairement un truc figé sur du très long terme. Finalement, ce qu'on a démontré avec les maths là, c'est que si les centrales électriques pouvaient se construire et se déconstruire aussi vite que la demande bouge ou que les prix des combustibles bougent, alors la tarification au coût marginal aurait un sens. Mais comme c'est évidemment pas le cas, ça n'a aucun sens de faire comme ça. Ça a un sens du point de vue de la construction d'un merit order. Si tu veux absolument trier tes centrales de la moins chère à la plus chère en coût variable d'un jour sur l'autre, en passant par un marché, la rémunération au coût marginal est intéressante. Par contre, cette rémunération, sauf cas exceptionnel où les planètes s'alignent, ne permettra pas de payer pour l'ensemble des coûts de ton parc. Ce sera soit au-dessus, soit en dessous. Le coût marginal pour donner un prix à l'électricité, c'est un truc qui fonctionne sur le papier uniquement. Sur le papier, on peut imaginer un raisonnement itératif motivé par la concurrence. Ça ressemble à ça. En prenant la demande de 2020 comme référence et 50 € comme prix du gaz, on a dessiné toutes les combinaisons de parcs nucléaire plus gaz possibles. Le meilleur parc est au croisement du coût marginal moyen et d'une combinaison 36 gigawatts de gaz, 44 gigawatts de nucléaire. Soudain, le prix du gaz passe à 150 € au lieu de 50. En conservant toutes les autres variables fixes, on peut de nouveau dessiner le parc idéal. Cette fois, il se compose de 61 gigawatts de nucléaire pour 19 gigawatts de gaz. Tant que ce parc n'est pas construit, les consommateurs paient 126 € pour une électricité qui ne coûte que 67 € à produire. Et tant que cette situation perdure, les centrales nucléaires, quand les centrales à gaz sont marginales, dégagent une marge opérationnelle de 140 € au lieu de 40. Les coûts fixes sont largement récupérés, il y a même des profits en plus. Le rendement du nucléaire devient supérieur au rendement des autres industries. Des investisseurs sont attirés par l'appât du gain. Ils se mettent à construire des centrales nucléaires. Au fur et à mesure qu'ils le font, certaines centrales à gaz sont de moins en moins appelées à produire. Elles ne sont plus rentables, elles font faillite.
Les investisseurs arrêtent de construire du nucléaire au moment où le coût marginal coupe le coût moyen. Finalement, sur le papier, on se retrouve avec 61 gigawatts de nucléaire pour 19 gigawatts de gaz. Le parc est de nouveau parfaitement dimensionné. Le prix de l'électricité correspond à son véritable coût. Ah oui, ça, les profits du nucléaire, ils sont canons, hein. Le coût moyen monte à peine de 51 € à 67 €. Par contre, le prix, lui, 126 € en moyenne. Et si le nucléaire décide juste de garder ses profits et de ne pas investir? Sur le papier, il se fera prendre la place par des entreprises concurrentes qui voudront une part des bénéfices. Des entreprises concurrentes? T'en vois beaucoup, toi, des entreprises capables de construire du nucléaire? Et que les pouvoirs publics français laisseraient construire comme ça? Parce que le prix du gaz est momentanément élevé sans qu'on sache réellement où est-ce qu'il s'en va à l'avenir? Et puis, dans ton raisonnement, là, on en fait quoi des installations au gaz qu'on n'utilise plus? On les laisse moisir sur place? Eh bien, dans le modèle, les centrales sont vendues en pièces détachées sans perte pour l'investisseur. Oui, bah hashtag réalisme. Et si ce sont des centrales nucléaires qu'il faut démonter, hein, parce que le prix du gaz, il est redescendu? Là aussi, on vend tout en pièces détachées, démantèlement, décontamination, tout va bien, on revend tout ça tranquille sur le bon coin? Oui, bah, le modèle ne va pas aussi loin dans le détail, c'est sûr. Mais de toute manière, entre le moment où tu commences à construire ton nucléaire et le moment où c'est fini, ça se trouve, le prix du gaz, il est complètement retombé. Ou alors la demande a complètement changé. Donc ça n'a aucun sens cette histoire. Personne ne peut partir de prix ultra volatiles sur les marchés financiers des matières premières pour prendre des décisions d'optimisation d'un outil industriel qui va durer des décennies. C'est pas le même horizon de temps. Les coûts variables sont variables au jour le jour et les coûts fixes sont fixes pendant des années. Le parc peut pas bouger. Une fois qu'il est là, il faut faire au mieux avec le parc qu'on a et puis c'est tout. C'est pour ça qu'au lieu de supposer qu'un parc électrique peut s'adapter en temps réel, au lieu de supposer qu'on pourrait gonfler et dégonfler des centrales en fonction de l'évolution du prix des combustibles, des taux d'intérêt, des salaires, etc., on voit plutôt circuler l'hypothèse d'information parfaite. On suppose que les variations des différentes variables ont été anticipées sans faire d'erreur par les investisseurs. Si je connais la variation du prix du gaz, des coûts de construction et de maintenance, des salaires, des taux d'intérêt, ainsi que les variations de la demande d'électricité, donc il faut prévoir la météo pour toutes les heures de tous les jours, tout ça sur les 20 ans à venir, je peux trouver les bonnes moyennes applicables à chacune de mes variables. Et là, je peux construire un parc qui sera en moyenne le moins cher possible. Et du coup, le prix de l'électricité fixé au coût marginal sera en moyenne sur 20 ans au niveau des véritables coûts du parc. Non mais tu t'entends parler là? Si on sait anticiper toutes les variations des prix de marché financiers, si on sait anticiper toutes les variations des principales données macroéconomiques, si on sait prédire la météo, pas le climat, la météo sur les 20 prochaines années, alors on peut garder le prix fixé au coût marginal et le parc parfait. Et ça n'a aucun sens de dire ça, personne ne sait prédire l'avenir. Donc ta tarification au coût marginal, elle est éclatée au sol, et en fait, le seul truc qui marche, c'est de prendre le coût moyen. C'est vrai que cette hypothèse d'information parfaite est très très lourde elle aussi. Finalement, entre centrales qu'on pourrait gonfler et dégonfler en 30 minutes et information parfaite, c'est vrai que cette histoire de tarification au coût marginal reste très théorique et pas très pratique. Notamment parce qu'une toute petite variation autour de l'optimal suffit à créer un gros décalage entre le prix sur le marché et les coûts véritables. L'utilisation du coût marginal, le coût variable de la centrale la plus chère, est utile dans une certaine mesure pour faire apparaître un merit order, on l'a vu dans la vidéo numéro 2, mais elle n'est pas vraiment adaptée quand il s'agit de faire payer le client final. Marcel Boiteux expliquait que son modèle ne fonctionnait que quand les coûts marginaux de court terme étaient égaux aux coûts marginaux de long terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Les coûts marginaux de court terme, ce sont les coûts des combustibles, charbon, gaz, pétrole, uranium. Et les coûts marginaux de long terme, ce sont les coûts de construction, les salaires, les intérêts de la dette, les dividendes que la centrale doit amortir sur des décennies. Mais le court terme varie constamment, d'une journée sur l'autre, tandis que le long terme, une fois la décision de construction actée, reste figé pendant très longtemps. Donc pour que ça marche, il faut soit que le court terme soit lui aussi figé, c'est l'hypothèse d'information parfaite, on connaît à l'avance toutes les variables, on n'est jamais surpris par rien, on avait tout anticipé. Ou alors il faut rendre le figé dynamique, il faut que le long terme devienne du court terme lui aussi. Il faut supposer que les centrales se gonflent et se dégonflent à volonté. Mais la réalité, c'est que les deux sont parfaitement irréconciliables. Le long terme est figé pendant 20 à 40 ans, le court terme, lui, surtout depuis que les marchés financiers s'en sont mêlés, fluctue toutes les heures, voire même toutes les minutes. Le modèle n'a de sens que sur le papier. Et notre Marcel National, là, il n'avait pas prévenu que son modèle, c'était juste pour noircir du papier? Il avait prévenu si son idée n'était pas de créer un marché en concurrence avec un prix de l'électricité qui fluctue en permanence.
Son idée, c'était d'inciter le consommateur à décaler ses usages pour éviter les pics. Tarif heure creuse et tarif heure pleine. Moins de pics, donc pas besoin de construire trop de centrales. Il y avait aussi des tarifs pour les industriels avec des options en plus, week-end versus semaine, hiver versus été, etc. Mais pour les particuliers, c'était juste heure creuse et heure pleine. À réviser de temps en temps pour tenir compte de l'évaluation des coûts de production du monopole, et voilà. D'ailleurs, point important, le modèle de Marcel Boiteux était conçu pour un monopole, pas pour de la concurrence. Le monopole public devait garder à l'esprit que l'observation du coût marginal moyen devait lui donner les bonnes incitations de dimensionnement de son parc. Si le coût marginal moyen était supérieur au coût moyen, le parc était trop grand, et si c'était l'inverse, il était trop petit. Il s'agit d'un outil de gestion du parc, mais pas d'un mode de tarification pour le consommateur. De plus, il faut bien comprendre qu'au moment où Marcel Boiteux crée ce raisonnement marginaliste, les prix des combustibles sont bien plus stables. Les prix sont négociés via des accords internationaux entre les États. Tout n'était pas financiarisé comme maintenant. Ouais, ok. Et l'optimal social, là, t'avais dit que le modèle visait l'optimal social. Oui, alors ça, c'est la théorie marginaliste. Quand le prix de tous les biens et de tous les services sont fixés à hauteur de leur coût marginal, on est pile au croisement des courbes d'offres et de demande. La somme des utilités individuelles est maximale. C'est l'optimal social. Je décortique cette théorie dans cette vidéo. Ah ok, l'optimal social, c'est juste la rencontre de l'offre et de la demande. Leur rencontre sur tous les marchés en même temps, oui. Tous les marchés à l'équilibre. Ah bah ça change pas, toujours cette vieille marotte de l'équilibre, d'accord. Donc, la vidéo va se poursuivre sur l'ancienne version de cette vidéo. Ça va discuter marché de capacité et AOLT. Alors, par contre, je ne sais pas trop comment raccrocher les wagons avec mon moi du passé. Attends voir. Il y avait une espèce de remarque offusquée du type alors comme ça, Marcel, il n'avait pas dit de faire un marché financiarisé avec son idée et nous, on l'a fait quand même. Oh, bah, j'aurais pas fait mieux. Oui, c'est ça. On a d'abord créé le marché spot, puis on a constaté que celui-ci n'était pas suffisant. Les entreprises semblaient ne pas investir dans les centrales. Alors, on a créé le marché à terme, en se disant qu'un prix fixé jusqu'à 3 ans à l'avance pouvait permettre une meilleure visibilité pour déclencher des investissements. Mais les installations électriques nécessitent une visibilité beaucoup plus importante. On parle d'équipements qui fonctionnent pendant 20, 30, 40 ans, voire même encore plus. Le prix sur les marchés était trop volatile, trop incertain et aussi trop bas pour certaines technologies. Alors, on a rajouté le marché de capacité qui rémunère les centrales non pas en fonction de ce qu'elles produisent, mais en fonction de leur puissance. Marché de capacité, du coup, on n'a jamais expliqué ce que c'était. Alors, je simplifie, mais en gros, tous les ans depuis 2017, RTE fait des prédictions quant aux journées pendant lesquelles la demande d'électricité sera maximale. 15 journées d'hiver qui, d'après les prévisions de température, amèneront à des pics de consommation. Ces pics se matérialisent sous la forme d'une puissance à fournir, 92,4 gigawatts en 2021. Ça signifie que pour passer les pics de consommation, RTE a estimé que pour 2021, la France devait disposer de 92,4 gigawatts de puissance installée et disponible. Disponible, ça veut dire qu'il faut pouvoir garantir que la centrale pourra effectivement produire à ce moment-là. D'un côté, les producteurs d'électricité font certifier leurs moyens de production, on leur donne des certificats de puissance. À noter qu'on peut aussi faire certifier de l'effacement. Une usine peut obtenir un certificat de puissance en garantissant qu'on peut lui couper le courant pendant les journées de pic. Oula, alors attends, je fais certifier les centrales qui peuvent produire de l'électricité et aussi les usines à qui on peut couper le courant pour réduire la demande, et dans les deux cas, ça permet de passer le pic. Ok, c'est logique. Donc d'un côté, on fait certifier de la puissance qui peut être soit envoyée sur les réseaux, soit effacée, et de l'autre, les fournisseurs, en fonction de leur nombre de clients, se voient dans l'obligation d'acquérir une certaine quantité de certificats de capacité. Ensuite, on organise des enchères pour donner un coût aux certificats. Les coûts déclarés par chacune des centrales sur ce marché de capacité doivent théoriquement refléter ce que les marchés spot et à terme ne suffisent pas à couvrir. Une centrale nucléaire pourra mettre aux enchères ses capacités pour pas cher, parce qu'elle récupère déjà une bonne partie de ses coûts fixes sur le marché de gros. Une centrale à gaz qui ne récupère que ses coûts variables sur le marché de gros, elle, mettra ses capacités aux enchères à un prix plus élevé, qui correspond à ses coûts fixes. Ça permet de résoudre le problème de la missing money, le problème de ces centrales à gaz appelées en dernier une fois de temps en temps, qui ne sont rémunérées qu'à hauteur de leurs coûts variables. Et ici, je refais intervenir le futur pour ajouter quelques éléments sur ce problème de missing money. Dans le modèle qu'on a construit, on était parti sur des coûts fixes de 60 000 € pour 1 MW de gaz. En partant sur de l'effacement à 3 000 € le mégawattheure, prix maximum autorisé sur le marché, on a vu que ça donnait 20 heures d'effacement dans l'année, normal.
Pour une centrale électrique, le seul moyen de rembourser ces coûts fixes, c'est d'avoir une technologie au-dessus d'elle, encore plus chère dans le merit order. Si plus cher égale 3 000 € et que le gaz coûte 50 €, alors pour rembourser 60 000 € de coûts fixes par mégawatt installé, il faut laisser de la demande être effacée pendant 20,34 heures exactement, 20 heures et 20 minutes. Bon, nous on était partis sur 20 heures par an. Sauf que les autorités disent qu'il faut viser 3 heures d'effacement dans l'année en moyenne. Ça devrait donc donner un prix maximal du mégawattheure à 20 000 € et pas 3 000. Sauf que les autorités disent aussi que le prix ne doit pas dépasser 3 000 €. Alors, comment on fait? La réponse est, on crée un marché de capacité. Sur le papier, le marché de capacité est là pour compenser le fait qu'on ne laisse pas les prix de marché aller assez haut pendant les 3 heures par an d'effacement, pour payer pour les coûts fixes des centrales de pointe. D'où certains experts qui affirment que si on supprimait cette contrainte de prix maximal, donc on laissait le prix du mégawattheure grimper à plus de 20 000 € quelques heures par an, on n'aurait plus besoin de marché de capacité. C'est oublier que la tarification au coût marginal ne fonctionne de toute manière pas, puisqu'on a vu qu'elle ne peut rembourser les coûts fixes d'un parc que si celui-ci est capable de gonfler et dégonfler des centrales à volonté en fonction des variations de prix de combustible et des variations de la demande. C'est oublier aussi qu'aucun industriel ne sera jamais d'accord pour risquer un investissement aussi massif que celui d'une centrale en tablant sur une rémunération qui ne viendrait que 3 petites incertaines heures de fonctionnement par an. Et s'il n'y a pas d'effacement cette année? Et s'il n'y en a pas non plus l'année suivante? Ça voudrait dire aucun revenu pour rembourser ces contraintes de coûts fixes. Un industriel a besoin de revenus stables dans le temps. D'où ma dernière remarque, les prix constatés sur les marchés de l'électricité ne sont pas toujours liés à des coûts de combustible. D'abord parce que les électriciens savent se placer dans le merit order, ils savent qui est au-dessus et en dessous d'eux. Donc ils ont une idée de leur marge de manœuvre en termes de prix pour tenter de garder leur place dans le merit order tout en dégageant un peu de marge. Mais aussi parce que, incapables de prédire l'avenir, ils cherchent à dégager des marges dès qu'ils le peuvent. Imaginons par exemple un prix qui atteigne 800 € sur le marché. Il est tout à fait possible que ce soit une centrale à gaz qui se sait marginale parce qu'elle sait qu'on a besoin d'elle et malgré le fait que ses coûts variables ne sont que de, disons, 500 €, elle rajoute 300 € de plus pour essayer de rembourser une partie de ses coûts fixes. Et elle laisse 200 € de différence avec le suivant parce qu'elle ne connaît pas exactement le prix que ce concurrent a envoyé sur le marché. Dans un monde de concurrence parfaite, avec des centrales qui se gonflent à volonté, ce genre de technique pourrait laisser de l'espace à un concurrent qui arriverait avec sa centrale pour vendre son électricité à 700 €. Ce qui inciterait notre centrale à baisser son prix à 650 €. Et puis la concurrence jouant, on convergerait vers le vrai coût marginal, 500 €. Comme ce n'est évidemment pas possible, les centrales de pointe n'hésitent pas à proposer des prix sur le marché qui dépassent leur seul coût variable. Ça ne veut pas dire qu'elles peuvent nécessairement rembourser tous leurs coûts fixes via cette technique, mais ça signifie qu'encore une fois, la tarification au coût marginal ne fonctionne que sur le papier. Les vrais prix de marché ne sont pas toujours des coûts marginaux, ce ne sont pas toujours des coûts de combustible. Voilà, bon, fin de la parenthèse. Alors, qu'est-ce que je disais? Ah oui, j'étais en train de dire que le marché de capacité permet de résoudre le problème de la missing money. Ça permet de résoudre le problème de la missing money, le problème de ces centrales à gaz appelées en dernier une fois de temps en temps, qui ne sont rémunérées qu'à hauteur de leur coût variable. Ah ouais, ces centrales-là vont demander sur ce marché de capacité ce qui leur manque pour être rentable. Et on fait toujours appel à un système par enchère pour maximiser la concurrence, pour faire en sorte que les capacités de chacun soient offertes au prix le plus bas possible. Mais du coup, on se retrouve de nouveau avec un seul prix, le plus haut parmi les capacités dont on a besoin. Conclusion, on paie très certainement trop cher certaines des capacités dont on a besoin. Ok, forcément, la différence entre ce que cette centrale a demandé pour ses capacités et ce qu'elle a obtenu correspond à un surplus. Surplus qui devrait être utilisé pour investir dans de nouvelles capacités, pour fabriquer de nouvelles centrales potentiellement moins chères que celle-là, celle qui est marginale. Sauf que le marché de capacité n'a pas permis non plus de favoriser l'investissement. Pourquoi? Toujours la même réponse, pas de visibilité à long terme. Le marché de capacité existe depuis 2017 et son fonctionnement, assez complexe et franchement aussi assez opaque, donne une certaine visibilité aux centrales jusqu'à 4 ans à l'avance. On peut vendre ces capacités en 2022 pour utilisation en 2026, mais les fournisseurs n'achètent pas tous leurs capacités à l'avance. Et puis de toute manière, 4 ans, c'est toujours pas assez pour des équipements qui se rentabilisent sur des décennies. De plus, les prix des certificats sur le marché de capacité sont eux aussi volatiles. Si on regarde l'évolution des prix, on voit bien à quel point ça bouge. Plus 85% entre 2018 et 2019, plus 135% entre 2020 et 2021, mais moins 40% entre 2021 et 2022. Ok, ouais. Pas assez de visibilité à long terme et trop forte volatilité pour déclencher des investissements.
Et prix trop bas aussi. L'État a mis en place en 2020 ce qu'on appelle des AOLT, appels d'offres de long terme, qui ne sont rien de plus que des prix garantis sur une période de 7 ans pour les capacités de nouvelles centrales qui émettent moins de 200 kg de CO2 par mégawattheure. Ce qui exclut les centrales à gaz pilotables, les cycles combinés gaz. Les plus efficaces, elles émettent autour de 330 kg de CO2 par mégawattheure. Donc elles sont exclues. Donc ne sont sélectionnés pour l'instant que des systèmes de stockage d'électricité par batterie ou des moyens d'effacement, des usines qui veulent bien qu'on leur coupe le courant si besoin. Le but de ces AOLT, c'est clairement de fournir plus de visibilité aux investisseurs que ce que permet le marché de capacité. On a 7 ans de visibilité à prix fixe pour l'ensemble de ces capacités, plutôt que 4 ans à prix variable et pour une partie seulement de ces capacités. Cependant, pour les AOLT de la période de 2020-2026, le mégawatt de capacité a été offert à 20 000 € par l'État, ce qui est plus élevé que le niveau atteint par le prix des certificats sur le marché de capacité cette même année. Et pourtant, aucun projet n'a été retenu, parce que tous demandaient trop cher, entre 35 et 60 000 € du mégawatt pour les batteries. Pour les AOLT de 2021-2027 et 2022-2028, l'État a monté son prix à 30 000 € du mégawatt. Et là, certains projets ont été sélectionnés. Donc ça veut dire quoi là? Les prix de marché de capacité doivent tourner autour de 30 000 € du mégawatt si on veut déclencher des investissements? Disons plutôt que même des prix garantis à 30 000 € du mégawatt pendant 7 ans suffisent à peine à déclencher des investissements. Alors un prix qui change chaque année et qui peut descendre largement en dessous de ce niveau. Un autre élément intéressant, c'est de regarder les subventions apportées à la centrale à cycle combiné gaz de Landivisiau. Le projet a démarré en 2012, la construction a commencé en 2019 et la centrale a été mise en service en 2022. Sa puissance, c'est 446 MW. Elle a été construite par Siemens, elle est opérée par Total. Le gouvernement a été obligé de garantir une rémunération de capacité de 94 000 € du mégawatt sur 20 ans pour que la construction ait lieu. Alors certes, le marché de capacité n'existait pas encore, il date de 2017 et les AOLT datent que de 2020. Mais de toute façon, elles n'auraient pas été applicables puisque une centrale à gaz émet trop de CO2. Mais ça te donne une idée du problème. 94 000 € du mégawatt, c'est beaucoup plus que ce qu'on voit sur le marché de capacité. Donc ça remet encore plus en question son rôle pour déclencher des investissements. Et voilà, ça te montre aussi à quel point le marché de gros, le marché spot, le marché à terme et les contrats OTC sont totalement inutiles et inefficaces pour fournir des signaux d'investissement. Le prix de vente de l'électricité ne donne aucune indication d'investissement. La centrale à gaz de Landivisiau n'aurait jamais vu le jour sans une intervention de l'État, puisque de toute manière, la plupart du temps, cette centrale n'aurait fait que récupérer ses coûts variables, le coût du gaz et du CO2, via la vente de son électricité. Rustine sur rustine sur rustine. Ouais. C'est à se demander si surveiller un monopole, c'est juste pas plus simple que de mettre des marchés à enchères dans tous les sens, auxquels on doit en plus ajouter des subventions.